Incoming chat request. Je suis pas tout à fait capable d'expliquer ce qui m'a rendu passionné par rapport à la photographie, c'est peut-être l'image en général. Mais dans l'image, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était le côté humaniste. Je suis devenu une véritable éponge vers 16-17 ans par rapport à tout ce qui était bouquins, magazines, expositions, photos. Cette fascination est encore plus présente quand je découvre les photos noir et blanc de ce photographe, pas encore tout à fait connu du grand public, qui s'appelle Sebastião Salgado. Là, ça a été un choc aussi fort que les photos de Lartigue ou de Cartier-Bresson. Donc là, les années 92, 93 sont des années où j'essaye des choses que j'ai essayé un peu après, c'est-à-dire que je développe mes négatifs, mais j'inverse les produits chimiques sur le négatif pour laisser des traces. Je les brûle, je change les bains, je les mets dans le désordre, ça crée des choses un peu bizarres, expérimentales du coup. Et donc, à partir de là, je m'aperçois que la photographie, en fait, c'est comme de la peinture. Il n'y a pas de... Je suis en train d'organiser le premier festival photo de Saint-Benoît avec un collègue de la fac et puis Josette du club photo de Saint-Benoît. Et un matin, dans le bureau de l'organisation, le téléphone sonne. Et là, il y a une personne qui me dit « Bonjour, c'est Sabine Azéma, l'actrice française, une des muses de Robert Doisneau, notamment sur le plateau du film de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne. » Et elle me dit « Voilà, si la photographie t'intéresse tant que ça, le festival, l'agence RAFO, il faut contacter telle personne. Il faut pousser les portes de l'agence. » Donc je prends mon téléphone après avoir évidemment écrit, je pense, une ou deux lettres de motivation pour l'envoyer à l'agence. Et je tombe sur Francine de Roudil, la fille de Robert Doisneau. Et 3 ou 4 mois plus tard, je me retrouve à Paris. À Paris, dans cette agence, pour moi c'est comme rentrer dans un endroit sacré, comme une cathédrale de la photographie. Je me retrouve évidemment au début à faire la petite main, à faire les petits boulots dans les archives de l'agence RAFO. Mais ce petit boulot, en fait, représente des après-midi coincés dans ces archives à éplucher des négatifs de Robert Doisneau, de Willy Ronis, de Booba. Et c'est un voyage extraordinaire. Alors dans des parcours comme ça, c'est toujours facile de parler de chance, mais c'est le seul mot qui me vient à la bouche quand je pense à cette expérience parisienne. L'agence RAFO, évidemment, je ne pouvais pas demander mieux comme expérience. Donc ça me draine dans les rues de Paris. Et petit à petit, je me perds dans Paris tout seul avec mon appareil photo. N'ayant pas trop d'argent, je marche beaucoup dans la ville et donc je photographie beaucoup. Il y a cette photo de 1993 à Saint-Denis avec cet enfant qui parce que c'est le mois de juin, il fait chaud, les gamins jouent autour des fontaines d'eau et il y a un moment ce petit gamin torse nu, les bras en l'air comme si il faisait appel à une force supérieure sous l'eau de la fontaine. Et d'un coup, dans mon viseur, par contraste avec cet enfant, on retrouve sériosité, le côté gris de Paris, avec cet homme qui passe en costard, cravate, avec sa mallette.
Cette photo, sans faire de jeu de mots, a été le déclencheur pour une série de photographies que j'ai commencé à cette époque et je crois que 20 ans après, je la continue. Peut-être qu'un jour, on les remettra tout ensemble. C'est la photographie d'enfants. Ce sont les meilleurs sujets du monde, les enfants. Mais l'expérience de l'image prend un autre tournant car les technologies évoluent et je commence à m'intéresser à l'infographie. J'en fais mon métier parce qu'un jour on me téléphone et on me dit toi qui fais de l'infographie, du graphisme, des logos, est-ce que tu voudrais venir travailler avec nous pour un projet qui s'appelle Internet. On fait des sites Internet pour des gens qui ont une entreprise et qui veulent faire la promotion de leur entreprise. Donc, il faut rencontrer ces gens et évidemment faire de la photographie. Donc tout ça, innovation technologique après innovation technologique, et puis aussi mes propres expériences par rapport à ces innovations, je me suis rendu compte que je me déconcentrais, j'étais déconcentré par rapport à ma première passion qui était la photographie noir et blanc sur film et abstraite. Donc revenir à la photographie au début des années 2000, c'est quand même un challenge parce que on se retrouve dans une espèce de brouhaha technologique où tout le monde sort le meilleur appareil que le concurrent. Moi, ça m'a déséquilibré un peu dans mes repères par rapport à la photographie. Je ne savais plus si je devais faire de l'argentique ou du digital. Du coup, je mets ça un peu de côté en sommeil. Je voyage un peu et je me retrouve en Australie. Arrivé en Australie, à Perth, en Australie occidentale, je dois continuer évidemment à vivre et donc travailler et je me retrouve à créer une agence d'infographie, enfin de graphic design, comme on dit en anglais, pour des clients institutionnels. Et pour ces clients, donc, je continue à faire le lot de sites internet, de logos, de brochures, avec des photos de temps en temps que je dois faire. Mais la photographie ne reprend plus le dessus sur le design. Jusqu'au jour où je me retrouve dans une réunion autour d'une table avec des clients très importants autour de moi. Et le client dit voilà, on a 5 photographes de photographie aérienne qui sont présents dans notre ville, mais aucun n'est disponible. Notre projet est important, il est urgent, qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, je lève la main, je dis je peux peut-être vous aider. J'ai fait un peu de photographie dans le passé. Alors là, ça a été encore une chose que dans ma passion pour la photographie, jamais j'aurais imaginé. En 24 heures, on me lance pratiquement un sac photo dans les mains, 2 appareils photo, des zooms, et on me dit voilà, tu prends l'avion à la fin de la journée, tu vas prendre un avion de ligne qui va t'arrêter, qui va te déposer sur un tarmac, et là il faudra sauter dans un hélicoptère. Je commence à chercher des tuyaux pour comment faire de la bonne photographie aérienne, parce que j'ai jamais fait ça vraiment. Le seul souvenir auquel je peux me rattacher à ce moment-là, c'est les photos noir et blanc que je faisais quand j'avais 15 ans sur le viaduc à Saint-Benoît, les seules photos de haut que j'avais pu faire. Donc je me retrouve d'un seul coup dans le nord de l'Australie occidentale, attaché avec un harnais sur le bord d'un hélicoptère sans porte à 500, 1000, 2000 pieds au-dessus de sites miniers ou d'extraction de gaz et de pétrole. Et je me retrouve en haut dans cet hélicoptère à voir effectivement des choses très réelles, mais aussi des choses très très abstraites. C'est comme ça que
mon activité de photographe aérien a commencé en Australie. Au fur et à mesure de ces voyages, ces séances de photographie aérienne, il y a évidemment les photographies que les clients me demandent de faire, mais il y a aussi les voyages entre les héliports ou les bases d'hélicoptères et les endroits que je dois photographier. Et dans ces intervalles, je suis sans contrainte, évidemment, et je prends mes propres photos de la nature australienne, vue de haut, et je découvre une nature superbe, des couleurs saturées. On a toujours l'impression que c'est Photoshop qui fait tout le boulot des photographes, mais là il se passe quelque chose de très très fort. Et je me retrouve face à un petit dilemme quand même, parce qu'il y a toute cette activité minière et à côté il y a toute cette nature. Et du fait qu'il y a ces grands espaces, on a l'impression qu'on peut un peu grappiller sur la nature, mais peut-être pas tant que ça. Donc me vient l'idée de faire une série de photographies qui exprime en fait le contraste entre la nature, ces formes abstraites, et des formes beaucoup plus géométriques, en fait l'intervention de l'homme sur cette même nature. Donc faire un parallèle entre les géométries des constructions humaines et les formes abstraites de la nature. Donc, évidemment, en 2013, je développe une activité artistique pour m'exprimer sur la défense de l'environnement. Ça peut paraître très très banal maintenant, mais c'est bien là, quels que soient les endroits du monde, on a tous intérêt à regarder ça de plus près, se poser quelques questions, comment on agit sur cette nature. Et c'était un peu le début, le fil conducteur de cette série de photos que j'ai appelée Australian Biotope.